Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire sur quelles applications pour le machine learning, l'intelligence artificielle au service de la performance. Donc, je suis Julie Potier, chargée des relations auteurs aux éditions UNI. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé par les éditions UNI, premier éditeur de livres et vidéos d'informatique en français, qui fait partie du groupe ENI, leader de la formation à l'informatique depuis 40 ans. Donc, pour évoquer les applications concrètes de la technologie du machine learning, je suis entourée aujourd'hui de deux de nos auteurs. Donc, il y a tout d'abord Nastasia Sabi, qui est ingénieure en machine learning et qui vient de publier un livre en fait, sur le framework Apache Spark. Nastasia est experte de la mise en production de systèmes prédictifs dans le domaine du streaming. Mais j'en dis pas plus, Nastasia va tout nous expliquer. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne l'ai pas précisé, pour des raisons techniques, les deux auteurs ne seront pas en visio aujourd'hui, mais vous aurez bien les explications orales de leur part. Bonjour Nastasia. Donc, nous avons également aujourd'hui avec nous Guillaume Sopin, ingénieur en informatique et auteur d'un ouvrage consacré aux méthodes de gradient boosting. Donc, il est actuellement CTO chez Vertigo, entreprise d'intelligence artificielle qui propose des solutions de prévision des ventes. Donc là aussi, je n'en dis pas plus. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Donc, ensemble, nous allons évoquer en quoi le machine learning est aujourd'hui de plus en plus plébiscité par les entreprises. Donc, tout au long du webinaire, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de chat et nos experts y répondront après leur intervention, bien évidemment. Mais commençons d'abord par une définition du machine learning. Donc, Nastasia, je vous laisse la main. Ok, super. Est-ce que tu peux avancer? Voilà, super. Alors, le machine learning, souvent on voit comme définition que c'est une manière d'apprendre à la machine à réaliser des actions sans qu'on les ait explicitement demandées. C'est pas mal comme définition parce que ça permet de comprendre pourquoi cette idée de machine learning, machine qui apprend. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. En fait, quand on se pose et qu'on se rend compte que le machine learning, c'est le fait de repérer des structures dans des données, des structures qu'on va enregistrer dans une fonction qu'on appelle souvent modèle et qu'on pourra réutiliser. Par exemple, si on veut prédire le prix d'une maison, on va prendre des données de maison et les caractéristiques des maisons. Donc, on a le prix et les caractéristiques des maisons. Ça, c'est nos données. On va appliquer un algorithme dessus qui va repérer les structures et qui va encapsuler ces structures-là sous la forme donc, d'une fonction. On parle plus souvent de modèle. Et cette fonction, elle peut avoir la forme suivante, A fois mètre carré plus B fois note du quartier plus C. Bon, c'est une idée, mais c'est généralement ce à quoi ça ressemble plus ou moins. Et l'idée, c'est justement de trouver A, B, C en extrapolant à partir des données. Et juste parce qu'on en parle souvent, typiquement, les réseaux de neurones, c'est une fonction assez célèbre dans le monde du machine learning. Très bien, merci. Et Guillaume, est-ce que vous auriez un mot pour compléter? Oui, tout à fait. Moi, je rejoins essentiellement ce qu'a dit Nastasia. Effectivement, quand on parle de machine learning, il y a 4 ingrédients à considérer. Donc, moi, ce que j'appelle les observations, un modèle, ensuite un algorithme pour entraîner ce modèle et bien sûr une machine pour faire l'apprentissage. L'exemple que je cite souvent, moi, pour justement démystifier un petit peu le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est celui de Gauss qui, en 1801, a réussi à prédire l'apparition dans le ciel de Cérès, de la planète Cérès. Donc pour ça, ce qu'il a fait à l'époque, c'est qu'il avait donc des observations qui avaient été faites par des astronomes. Donc ça, c'était le premier élément. Il avait ensuite un modèle qui était le modèle de la mécanique newtonienne qui permettait de décrire la trajectoire des astres. Il avait un algorithme qu'il a mis lui au point et qui est l'algorithme des moindres carrés, où c'est la première fois où ça a été utilisé. Et la machine qu'il avait à l'époque, c'était plutôt un boulier où il faisait ça avec un papier et un crayon, mais grosso modo, ça lui a quand même permis, voilà, avec ces 4 ingrédients, de pouvoir faire des prédictions et de dire à quel endroit du ciel et à quel moment allait apparaître Cérès. Et il s'est pas trompé. Et c'est comme ça qu'en 1801, c'est
à l'âge de 24 ans, il est devenu voilà, l'un des scientifiques les plus connus en Europe. Un précurseur, on pourrait dire. Exactement. Ok, très bien. Donc maintenant que les éléments sont posés, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Nastasia, pouvez-vous nous expliquer l'utilisation du machine learning dans la recommandation de programmes sur la plateforme de streaming, par exemple? Ok, parfait. Oui, alors c'est un exemple assez concret sur lequel je travaille, puisque juste pour la petite histoire, je travaille chez Bedrock, qui est une société spécialisée dans le streaming. On construit des applications de streaming les plus connues, c'est Sysplay et Salto. Et en fait, au sein de cette organisation, enfin, de cette entreprise, je suis lead de l'équipe de la recommandation. Voilà, juste pour situer. Et du coup, on va parler un petit peu de recommandation de programme parce que c'est un cas d'usage assez clair. La recommandation de programme, c'est quelque chose qui est partout. Aujourd'hui, on s'y habitue de plus en plus. On a ça sur Netflix, on a ça sur Deezer, sur Spotify. Parfois, la recommandation, c'est aussi, c'est pas des programmes, mais du contenu, tout simplement. Ça va être le cas sur tout ce qui est e-commerce. Donc, c'est quelque chose d'assez présent. On a aussi ça maintenant sur Sysplay. On est assez content d'avoir pu lancer ça. Et au-delà du fait d'être sur 1001 services qu'on utilise au quotidien, c'est aussi un petit peu partout dans le service. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver ça sur la page d'accueil, mais aussi après avoir lancé une vidéo, quelle est la prochaine vidéo qu'on va vous recommander. Dans la recherche, par exemple, si vous faites une recherche, vous cherchez Harry Potter sur une plateforme de streaming où il n'y a pas Harry Potter, peut-être hein, que ça peut être intéressant de vous proposer un film avec Robert Pattinson parce qu'il a joué dans Harry Potter. Et puis il y a aussi de plus en plus, on trouve des lancements aléatoires. Enfin, par exemple, c'est l'idée de Deezer Flow où on lance et puis on a leurs recommandations de manière aléatoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de plus en plus dans le monde du streaming. On peut avancer. Alors, la recommandation de programme, ça a des intérêts pour les utilisateurs et pour le service. Alors pour les utilisateurs, déjà ça permet de retrouver plus facilement une information. Donc on réduit le temps et en plus on a une information qui est, un programme qui est plus personnalisé parce que aujourd'hui on a des plateformes de streaming qui sont parfois gigantesques avec des catalogues assez importants. On a tous une personnalité propre et on a envie de trouver ce qui nous correspond sur la plateforme. Et du coup c'est un petit peu la promesse de la recommandation. Et en fait, il y a quelque chose pour moi qui m'apparaît important de noter, c'est que à titre personnel, je suis pas une grande fan de recommandations et j'avais l'impression que c'était un peu ce qui se passait dans mon entourage. Et c'est là où on se rend compte qu'on vit dans des bulles, parce qu'en fait, quand on a fait des études de cas, on se rend compte que une majorité d'utilisateurs, utilisatrices est demandeuse en fait d'avoir de la recommandation. Donc c'est quelque chose qui suscite vraiment de l'appétence du côté des personnes qui utilisent le service. Du côté du service même, ça a aussi un intérêt, bien entendu, puisque ça permet de fidéliser, engager les utilisateurs et utilisatrices. Donc là, on va jouer sur le levier de la satisfaction. A priori, si on vous recommande des programmes qui vous plaisent, vous allez avoir envie de revenir ou de consommer plus. Donc, ça permet d'augmenter les bénéfices tout simplement du service. Soit c'est une plateforme qui est basée sur de la publicité, donc vous allez en consommer plus puisque vous consommez plus de vidéos. Soit si c'est un abonnement, vous allez vouloir rester le mois d'après. Alors, il y a plusieurs manières de faire de la recommandation. On va en voir deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle le content-based filtering, où là, on va s'appuyer sur le contenu. Donc, on va avoir par exemple une utilisatrice qui arrive, elle consomme un programme, elle le regarde, et ce programme, on se rend compte que c'est de la science-fiction, il y a tel acteur qui joue dedans, et il se trouve qu'on a un autre programme de science-fiction où le même acteur joue dedans. Bingo, a priori, c'est que les programmes se ressemblent, c'est qu'on peut le proposer à l'utilisatrice qui a des chances qu'elle l'apprécie. Donc, le programme similaire qu'on récupère, on le recommande à l'utilisatrice.
Alors, content-based filtering, donc, on s'appuie sur le contenu. Donc, on peut s'appuyer sur le contenu du programme. Là, on a vu le fait qu'on s'appuie sur le genre. Ça peut être le réalisateur, ça peut être l'ambiance. Il y a aussi beaucoup d'études là-dessus. Ça peut être aussi le contenu de l'utilisateur. Par exemple, son âge. Si on a un utilisateur qui arrive, qui a 25 ans, et on se rend compte que les personnes qui ont entre 10 et, je dis n'importe quoi, 30 ans regardent à peu près la même chose, bah, peut-être qu'on peut recommander ce genre de choses. La deuxième grande famille d'algorithmes de recommandation, c'est le Collaborative Based Filtering. Je fais juste un petit aparté pour dire qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ces deux sections, mais généralement, on les sépare comme ça parce que c'est plus simple. Donc le collaborative based filtering, c'est un petit peu l'idée de regarder ce que le copain-copine aime bien. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a regardé le programme A, B, C et qui les a appréciés. Et il y a une autre personne qui a regardé le programme A et B seulement. Bah, a priori, peut-être qu'elle va apprécier le programme C parce qu'elle ressemble à l'autre personne. En fait, c'est comme si vous aviez un ami, vous avez deux séries que vous aimez bien regarder en commun, et cette personne-là vous dit « j'ai découvert une nouvelle série et ça m'a bien plu ». Puisque vous avez deux séries en commun, vous allez vous dire « Ah, s'il me dit qu'il a apprécié la troisième série, peut-être que je peux me lancer ». Donc c'est l'idée de se baser les uns sur les autres. Pour aller un petit peu plus loin d'un point de vue technique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs de similarité. On va regarder par exemple ce que chaque personne a regardé. Amine a regardé Top Chef à 99%, Zone Interdite à 15%, Noémie 100%, 10%. À vue d'œil, on voit que ce sont des personnes qui se ressemblent puisqu'elles regardent Top Chef et Zone Interdite dans les mêmes proportions. C'est pas du tout le cas pour la troisième personne qui est Renzo, qui n'a pas du tout un profil qui ressemble aux deux autres. Mais l'idée, c'est pas de le calculer à vue d'œil, mais de calculer ça mathématiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Amine et on va le comparer avec tous les autres utilisateurs, Noémie avec tous les autres utilisateurs. On va prendre les consommations qu'on va mettre dans un vecteur et on va faire un calcul de distance via cosinus. Une fois qu'on a cette similarité, du coup, on sait quelles sont les personnes qui se ressemblent. On voit qu'Amine ressemble à Noémie, Renzo à personne d'autre. Du coup, on va faire une jointure des personnes qui se ressemblent une fois qu'on a le résultat. Chose que j'ai pas forcément dit, c'est qu'il faut être à... En fait, on fait un calcul qui va de 0 à 1, plus on est proche de 1, plus on est proche. Et Amine et Noémie, elles ont 0,99 en commun, donc ils sont assez proches. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on regarde les programmes qu'on regardait chacun. Donc en fait, si on fait le calcul, Amine est proche de Noémie. Noémie a regardé Turbo il y a peu de temps. Donc, en recommandation, ce qu'on peut proposer à Amine, c'est Turbo. Donc une fois qu'on a fait tout ce calcul-là, on va enregistrer la recommandation en base de données. Amine, il a Turbo. Noémie, qui est proche d'Amine, Amine ayant regardé les Marseillais, on va proposer à Noémie les Marseillais. Et Renzo, bon, bah, on est un peu embêté parce qu'il ressemble à personne d'autre. On pourra parler de ce problème-là un peu plus tard. Et qu'est-ce que ça va donner du coup en front? On a du coup notre Noémie qui va aller qui va aller requêter l'API de recommandation. L'API de recommandation, elle va aller chercher dans sa base de données où en fait on a les recommandations qui sont préenregistrées. Alors, les recommandations ne sont pas toujours préenregistrées dans la vraie vie, mais dans notre modèle, en tout cas, ça l'est et c'est assez pertinent. Si vous pouvez les préenregistrer, faites-le, vous gagnerez de la performance. Donc, on a des recommandations qui ont été enregistrées à partir du modèle qu'on a créé. Et du coup, on voit que Noémie, on lui recommande les Marseillais. Donc, hop, ça remonte dans l'API et hop, ça remonte jusqu'à Noémie et on lui propose de regarder les Marseillais. Alors, on a parlé un petit peu de collaborative filtering, on a parlé de content-based filtering. Qu'est-ce qui est le mieux? Bon, dans la vraie vie, assez souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un mélange des deux. On fait des modèles hybrides où on a
Par exemple, les recommandations à 60%, c'est du content-based filtering. Enfin, la logique serait plutôt en réalité 60% collaborative-based filtering, 20% content-based filtering et 10% d'aléatoire. Donc l'idée, c'est que on ajoute le tout et l'union fait la force. Alors, on a parlé de recommandations. L'idée ici, c'est de parler un petit peu des problèmes que ça soulève dans le monde de la recommandation et dans le monde du machine learning d'une manière générale et des solutions qu'on peut essayer d'apporter. Le premier problème quand on est face à un algo de recommandation, c'est d'évaluer. Bah oui, en fait, comment évaluer un système de recommandation? Il y a bien des manières de faire quand on est ce qu'on dit hors ligne, donc c'est-à-dire sans utilisateur. On peut comparer si on est capable de prédire ce que la personne va regarder. En faisant comme si on n'était pas au courant, on entraîne notre modèle, on regarde si on a été capable de lui prédire la bonne chose. C'est pas mal, c'est un début, mais en fait, ce qu'on veut, c'est recommander. C'est pas prédire ce que la personne, elle va regarder d'elle-même. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu la surprendre tout en respectant ses goûts. Donc, en fait, il n'y a pas trop de choix dans le monde de la recommandation. Si on veut réellement, intellectuellement, honnêtement, et évaluer une recommandation, il faut passer par des vrais utilisateurs. Et donc, du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est un A/B test où on évalue, on coupe la population en deux, 50% reçoit la recommandation, 50% reçoit autre chose, pas de recommandation, et on regarde comment les personnes réagissent sur le service qu'on leur propose. Il y a un autre problème qui est le cold start. Le cold start, c'est un peu le problème qu'on a eu avec Renzo, dans le sens où, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas assez consommé, on va dire, pour que on puisse le comparer à quelqu'un d'autre. Et en fait, finalement, ça revient à qu'est-ce qu'on recommande à quelqu'un qu'on connaît peu ou pas du tout. Alors, quelqu'un qu'on connaît peu, donc qui aurait quand même regardé des éléments, on peut quand même s'appuyer sur ce qu'il a déjà regardé. Mais on risque un petit peu d'extrapoler, mais on peut faire ça. Donc on va grosso modo rien changer, l'algo reste comme il est. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas du tout la personne? C'est-à-dire quand elle a eu par exemple 0 interaction. Ça arrive. Il y a la possibilité de lui recommander les meilleurs programmes, les tendances. Bon, ok, c'est de la recommandation, mais c'est de la recommandation absolument pas personnalisée. Ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre en compte le contexte de ce que la personne vient de faire. Par exemple, si elle est passée par la recherche, a priori, elle nous a donné plein d'informations de ce qu'elle voulait voir. Donc ça peut être pas mal. Mais là, du coup, on préenregistre plus les recommandations. Il faut passer à quelque chose qui est plutôt en temps réel. Donc c'est quelque chose de différent. Et puis, si la personne n'a rien consommé, mais qu'elle a enregistré un profil où elle dit qu'elle a tel âge, qu'elle aime telle ou telle chose, on peut s'appuyer sur ces caractéristiques de manière plus importante que ce qu'on l'aurait fait dans une première idée et dire cette fois-ci 100% du modèle pour cette personne est basé sur les caractéristiques décrites. Troisième problème, la bulle normative. Donc là, c'est un problème qui est dans le monde de la recommandation, mais qui est dans le monde du machine learning. Il n'y a pas longtemps, il y a Doctolib qui a présenté un rapport où on voit que 70% des rendez-vous pris pour un proche sur Doctolib sont réservés par des femmes. Et ce chiffre, il passe à 81% quand il s'agit des enfants en bas âge. Bon, finalement, ça ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, à part que, les femmes s'occupent plus de leur entourage et des enfants. C'est une réalité, c'est un fait quand on regarde les données. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire perdurer? Et est-ce qu'on veut enfermer, d'une manière générale, du coup, les personnes dans les comportements qui sont déjà attendus d'elles? Et du coup, c'est l'idée de la bulle, et là, dans ce cas-là, de la bulle normative, parce qu'il y a sans doute des personnes, 77%, ce n'est pas non plus l'entièreté des femmes qui est dans ce cas-là, qui va du coup retrouver de la recommandation qui est liée par rapport à ce comportement qu'on attend d'elle et qui peut être agacée de voir tout ça. Donc ça, c'est un sujet qui monte de plus en plus de casser un peu cette bulle.
Donc on retrouve ça du coup au niveau des recommandations de contenu, c'est pareil, hein, il n'y a pas de, enfin, on pourrait être tenté de recommander des films sur la maternité aux femmes, voilà, mais on a envie de casser ça. Une solution pour casser ça, c'est de faire de l'exploration. Faire de l'exploration, c'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on entraîne, qu'on va exploiter en partie, mais où on va aussi explorer. Explorer, ça veut tout simplement dire qu'en fait, on va donner des recommandations de manière aléatoire. Alors, ça peut être plus ou moins aléatoire, parce que des fois, on n'a pas envie de recommander non plus le fin fond du catalogue qui peut être un peu particulier, mais c'est l'idée de donner de l'aléatoire pour sortir de la bulle. Quatrième problème qui aussi va un peu plus loin que la recommandation, c'est l'idée de l'annotation. On va se baser sur le content-based filtering, même si en vrai c'est aussi un problème qu'on a en collaborative-based filtering. Pour avoir de bonnes recommandations, il faut de l'annotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des profils complets. Il faut que les utilisateurs et utilisatrices y remplissent leur profil le mieux possible. Il faut aussi que les programmes y soient bien labellisés. On veut savoir quel est le genre, la rubrique, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une série, qui joue dedans, il nous faut des speeches, il faut plein de petites choses comme ça. Et le problème, c'est qui s'occupe de ça? Est-ce qu'on demande ça aux utilisateurs et utilisatrices pour leur profil? Est-ce qu'on oblige un peu l'équipe éditorialiste à donner beaucoup d'informations sur les programmes pour qu'on puisse entraîner? Bon, c'est pas forcément évident parce que c'est un travail fastidieux qui voilà, c'est à la fois long et on y voit assez peu de valeur, même si en réalité ça en a. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a une ruse pour dépasser à la notation, enfin il y en a plusieurs. Donc l'une des premières, ce serait effectivement de passer par l'étude du comportement plutôt que des caractéristiques décrites. Mais en réalité, comme je vous disais, ça suffit pas le collaborative filtering pour se passer de la notation, parce que malgré tout, généralement, ce qu'on veut, c'est recommander les films quand la personne est dans la catégorie film. Donc il faut bien savoir que ce qu'on recommande, c'est un film. Donc il y a quand même de la labellisation à avoir. Et quand la donnée n'est pas là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller chercher de la donnée différemment. Par exemple, un exemple, c'est que des fois, dans la description d'un programme, on peut deviner si c'est un film ou si c'est plutôt une émission. Ça veut dire aller créer de la métadonnée sur de la donnée qu'on a déjà. Là aussi, c'est fastidieux, mais c'est possible. Voilà, donc ça reste un gros problème la notation dans le monde du machine learning de toute manière, d'une manière générale, mais c'est une manière d'essayer de se sortir de ce problème-là. Voilà. Merci Anastasia, c'est très complet. J'espère que ça va parler aux différentes personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans la partie de chat, on pourra y répondre. Enfin, on dit plutôt Anastasia et Guillaume pourront y répondre à la fin de la présentation. Je vais laisser la place maintenant à Guillaume. Guillaume, vous, de votre côté, comment utiliser le machine learning pour la prévision des ventes et l'optimisation de la stratégie promotionnelle, donc plutôt dans le cadre de votre activité? Est-ce que vous avez un exemple très précis à nous présenter? Oui, c'est ça. Je vais vous présenter effectivement un travail qu'on a réalisé conjointement avec Fago, qu'on a aidé à réaliser sa prédiction son optimisation de promotion pour les périodes de solde. Donc, mais quelques éléments de contexte avant de commencer. Donc, nous, Vertigo, effectivement, on est un éditeur de logiciels qui propose une solution sur le marché de la decision intelligence. Donc, c'est un segment de l'intelligence artificielle qui a été identifié par Gartner. Et l'idée, c'est d'aider les entreprises à prendre des décisions sur des sujets assez complexes, essentiellement dans le domaine du retail, mais on travaille aussi avec des gens dans l'industrie ou dans la location. Donc l'idée, par exemple, dans le domaine du retail, c'est d'aider à construire des assortiments, à établir des grilles de prix, à optimiser sa trésorerie, à optimiser des stocks, à faire de l'optimisation de flotte, par exemple, dans le cadre de location de véhicules, à optimiser les achats, etc. Ça peut aussi être pour les ressources,
niveau du staffing. Donc voilà, donc c'est assez large. Et donc on a appliqué donc la technologie qu'on développe et qui est accessible sous forme de SaaS chez Fago. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante où on présente un petit peu le contexte dans lequel et le constat dans lequel on a travaillé avec eux. Donc eux, la problématique qu'ils avaient, ce qui nous a frappé quand ils sont venus nous voir, c'est au niveau des soldes, ils avaient cette mécanique de promotion à mettre en place et à anticiper et à planifier au mieux le déroulement de soldes avec les différents taux de démarque qui s'appliquent semaine par semaine et produit par produit, et donc ça dans différentes villes. Du coup, le constat qu'ils faisaient, c'est que bon, déjà, les gens et leurs clients avaient une addiction à la promotion auprès de leurs consommateurs, et donc ça, c'est pas forcément une chose qui est positive pour eux, dans le sens où ça concentre les ventes sur une seule et unique période. Il faut savoir que Fago aussi, c'est une marque qui est très engagée sur les aspects environnementaux et qui a dès le début pris en compte son impact carbone dans son business model. Donc ils sont pas forcément, voilà, leur but c'est pas forcément de vendre le plus en quantité, mais surtout de vendre de la qualité au bon prix, etc., avec un impact environnemental qui soit limité. Voilà, donc le mécanique de solde, ça a tendance à pousser justement à la consommation. Ça a un impact aussi sur les stocks résiduels qui leur restent à charge si jamais ils ont mal dimensionné leurs achats de produits par rapport à ce qui va s'écouler durant les promotions. Donc tout ça résulte de leur côté dans une situation qui est à risque, donc de leur point de vue pour la planète, parce que voilà, il peut y avoir des produits qui ont été produits de manière inutile et qu'ils n'arriveront pas à écouler, et une fiabilité aussi, un problème de viabilité financière pour les marques, parce que leur but, bien sûr, c'est quand même de réaliser des ventes avec de la marge. Donc le problème qu'il a fallu qu'on résolve pour eux, donc c'est de trouver critère optimal entre la réduction du stock et du volume, tout en garantissant donc un stock qui soit minimal mais qui permette de satisfaire un niveau de vente adapté à leurs besoins et leurs objectifs de vente, garantir donc le revenu et la profitabilité, et essayer d'avoir une consommation qui soit responsable et donc une réduction de l'empreinte carbone qui fait partie de leurs critères. Voilà, donc pour ça, quelle est la solution qu'on a mis en place chez eux? Donc c'est qu'on a utilisé donc notre brique d'optimisation qui a deux éléments, qui a une partie qui est prédictive, donc qui va travailler sur l'historique de leurs données, et une partie qui est plus optimisation, qui va permettre de basé sur les modèles qu'on aura construits, sur les données historiques, d'être capable de construire différents scénarios et ensuite de choisir le mieux. Donc là, dans leur cas particulier, le résultat qu'on leur a fourni, c'est donc un plan optimal de cadencement des promotions qui leur permet de savoir, voilà, produit par produit, semaine par semaine, quel est le taux de démarque à appliquer pour garantir un niveau de vente qui soit adapté à leurs objectifs, et en minimisant donc toujours ce niveau de stock pour éviter d'avoir des invendus et d'avoir produit consommer du carbone inutilement. Voilà, donc en termes de résultats, ce qu'on a pu faire donc au niveau des soldes du printemps-été 2021, on a observé que ça avait permis de réduire de 20 tonnes équivalent CO2 l'impact carbone généré par justement la production de ces vêtements et leurs achats. Pardon. On a réduit le taux de démarque de 4 points. En optimisant justement le niveau de promotion, en évitant de faire de la surpromotion là où c'était pas possible, et puis en mettant tout de suite au bon niveau de promotion des produits qui nécessitaient d'avoir un discount important. Et au global, ça a permis d'avoir 4 points supplémentaires sur le taux de marche sur ces 4 semaines de solde. Voilà, donc là les résultats ont été assez concluants du point de vue de Fago, et du coup on continue à faire ça maintenant, enfin, de manière systématique sur toutes les soldes qu'ils font chez eux, et en étant un petit peu nos cas d'usage au sein de chez Fago. Voilà, donc après, si on rentre un peu dans le détail au niveau de comment on a pu faire ça et comment notre plateforme fonctionne pour être capable de prendre ces décisions de manière intelligente. Donc c'est effectivement une combinaison, comme je disais, d'algorithmes prédictifs sur essentiellement des séries temporelles, mais avec pas mal de caractéristiques
hors temporels qui sont les attributs des produits, les attributs de la population, les caractéristiques des magasins, les périodes de l'année, les effets de saisonnalité. Enfin voilà, il y a énormément de critères qu'on va pouvoir prendre en compte. Tout ça couplé effectivement avec une optimisation. Donc si on passe à la slide suivante, effectivement sur la partie optimisation, donc sur la partie prédiction, si on détaille un petit peu tout ce qui est pris en compte pour être capable justement d'avoir ce modèle qui va être capable de prédire quel va être le niveau de vente en fonction du niveau de démarque, en fonction du produit, de ses caractéristiques, de son prix, de la période de l'année, etc. Donc d'avoir ce modèle qui nous permet de générer tous les scénarios possibles, de retenir celui qui va être le plus pertinent. Donc pour alimenter ce modèle-là, donc on travaille effectivement sur les historiques de vente des produits. Donc accéder à leurs données et savoir qu'ils avaient vendu, à quel endroit, à quel prix, voilà, c'était les de vente. Ensuite, et ça une résolution assez fine, c'est jour par jour. On incorpore aussi des informations propres aux clients sur leur comportement d'achat, etc. Le fait qu'ils soient des clients fidèles, qu'ils aient des cartes de fidélité ou pas, des informations sur leur lieu de résidence, les zones de chalandise, etc., les magasins qui pourraient être en concurrence. On intègre aussi des niveaux de stock par produit pour justement savoir aussi identifier s'il n'y a pas eu des ruptures les années précédentes et corriger pour ces ruptures et ou ne pas être impacté par des ventes qui auraient été manquées simplement parce que le produit n'était plus disponible en stock. On avait des informations aussi de coût carbone pour les produits, voilà, ça qui nous sert plus dans la partie, qui sert aussi dans le modèle prédictif parce que ça a un impact, parce que les clients sont sensibles à cet aspect-là. C'est aussi en termes de contraintes pour réduire l'empreinte carbone totale. On a bien sûr toutes les informations de caractéristiques du produit. Et voilà, sa couleur, sa matière, effectivement, comment il a été produit, à quel endroit, le prix, etc. Et on avait des informations aussi plus financières sur les coûts de fabrication et les marges par produit. Voilà, une fois que tout ça est ingéré par notre plateforme, donc on est capable de générer ces modèles prédictifs. Donc, une fois qu'on a eu fait ça, donc effectivement, on s'est retrouvé avec un système avec une trentaine de variables à optimiser pour l'ensemble de leurs produits et des 4 semaines de démarque, donc 40 000 combinaisons de promotions possibles. Voilà, sur une gamme de plus de 1000 références. Donc l'objectif, ça a été de sortir les scénarios parmi l'ensemble de tous ces scénarios-là, ceux qui étaient les plus pertinents et qui permettaient d'atteindre leurs objectifs de réduction de l'impact CO2 et leurs objectifs commerciaux. Voilà, sachant que là, c'est plutôt des petits systèmes par rapport à ce qu'on peut être amené à faire pour d'autres clients, où on a plutôt des systèmes généralement qui sont de l'ordre de plusieurs millions de scénarios possibles, avec des millions aussi de contraintes. Donc là, c'était un cas finalement qui était sur la partie juste optimisation, qui était un petit peu plus petit que ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Et du coup, si on revient sur l'enchaînement global, donc effectivement, on a cette étape de prévision qui permet donc d'avoir une idée du futur. On va jouer sur ce modèle en changeant des paramètres en entrée pour justement simuler des scénarios potentiels. Et avec l'étape de décision et nos algorithmes d'optimisation, on va être capable de retenir parmi tous ces futurs possibles quel est le futur qui est le plus intéressant pour nos clients. Et retenir donc là, dans ce cas-là, les plans de démarque les plus adaptés et les plus pertinents. Donc voilà, sachant qu'on peut aussi intégrer effectivement, on voit là sur le schéma, des données externes. Essentiellement, ça peut être des informations de météo si on est suffisamment en amont. Ça peut être des informations aussi plus sociologiques qu'on peut récupérer à partir auprès du gouvernement. Ça peut être des informations aussi sanitaires là, pendant la période sur le Covid, où on pouvait récupérer aussi auprès de bases de données ouvertes ces informations-là. Voilà, si on revient un peu plus, si on rentre un peu plus dans le détail technique de ce qui permet à notre plateforme d'être suffisamment générique, parce que notre souci principal, c'est la scalabilité, c'est-à-dire que quand on parle de scalabilité, c'est pas que la scalabilité en termes de performance et de temps de calcul, c'est aussi que notre plateforme puisse s'adapter à des besoins différents chez des clients différents et chez des types de clients différents, sans que on ait trop de choses à faire de notre côté, qui ait très peu de configuration.
Donc c'est pour ça qu'on arrive à adresser ce que je disais au début. On a des clients qui sont dans le domaine du retail, on a aussi des clients dans l'industrie, on a des clients qui sont dans le domaine de la pharmacie, etc. Donc c'est à chaque fois des besoins, des usages complètement différents. Je citais l'optimisation des prix, du pricing, des plans de flotte, etc. Enfin, il y a plein de cas différents, mais à chaque fois finalement c'est toujours la même plateforme qui va tourner. Et ça, c'est possible parce qu'on on est attentif à être suffisamment scalable et ça passe par la mise au point d'un AutoML maison chez nous qui est utilisé sur la partie de la constitution de nos modèles prédictifs. Et donc cet AutoML là, il va être utilisé pour faire de l'hyperparameter tuning, c'est-à-dire que déjà sur un seul modèle donné, il va être capable de générer et de déterminer quels vont être les paramètres optimaux. Donc, finalement, ça ressemble un peu à ce que Nastasia présentait tout à l'heure sur la recommandation. Finalement, on va avoir pour un modèle donné un autre modèle qui va venir nous prédire quels seraient les paramètres pour le modèle qu'on est en train d'entraîner qui seraient pertinents. Et du coup, il recommande d'une certaine façon des jeux de paramètres, et c'est ce qu'on voit sur la courbe là, et on voit en rouge, enfin rouge et en vert, au fur et à mesure des entraînements, les erreurs. Et donc, si on tire les paramètres de manière aléatoire, on a la courbe rouge, on voit qu'on progresse pas. Et si on a derrière un modèle qui vient en fait faire des recommandations d'hyperparamètres intelligents, ben on voit que plus ça va, plus le modèle sous-jacent s'entraîne et apprend des choses, et plus il propose des configurations qui sont pertinentes et qui nous permettent au final d'avoir une erreur qui est moindre que si on avait fait une exploration purement aléatoire. Donc ça, on l'utilise au sein d'un modèle donné pour faire du hyperparameter tuning, mais on le réutilise aussi le même genre d'algorithme pour faire ce qu'on appelle du métamodèle, c'est-à-dire c'est un modèle qui prend des modèles en paramètres et du coup et qui va pouvoir tester différentes classes d'algorithmes et de modèles pour avoir les meilleures prédictions possibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des algos sous-jacents type des méthodes de gradient boosting comme CatBoost, XGBoost, LightGBM, mais aussi du Prophet, du Deep Prophet, des méthodes plus temporelles type Sarima, etc. Et donc c'est ce métamodèle qui va venir les sélectionner automatiquement. Et ça va nous permettre donc de manière automatique et industrielle et robuste de venir, quelles que soient les données du client, quelle que soit un peu la problématique du client, tout de suite sélectionner les modèles qui vont être les plus performants et garantir un taux de précision pour la prédiction qui soit optimal. Voilà, et tout ça finalement utilise des techniques d'AutoML qui sont basées sur des modèles, ce qu'on appelle le modèle based HP tuning. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en fait on a un modèle qui vient s'entraîner à entraîner un autre modèle. Voilà, c'est un peu cette mise en abîme qui est assez intéressant parce qu'on peut réutiliser finalement les mêmes techniques d'intelligence artificielle pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et du coup, sur la partie plus solver, donc là, ce qu'on a mis au point, c'est qu'on a donc des briques d'optimisation qui peuvent être des optimisations assez simples, type optimisation linéaire, ou ça peut être des choses plus compliquées comme des inclusions différentielles, si jamais on a des systèmes dynamiques avec des notions de flux et des choses qui circulent entre les différentes systèmes de quelque chose qu'on voudrait optimiser. Donc on a ces solvers-là qui permettent de résoudre de manière efficace et rapide ces différentes formes de problèmes. On a un langage de description un peu haut niveau qui nous permet assez simplement, et là encore de manière générique et scalable, de décrire des différents problèmes d'optimisation assez simplement et à assez haut niveau. Voilà, avec finalement peu de concepts de base, mais qui permettent de décrire des problématiques clients rapidement. Donc, moi, je citais tout à l'heure ce qu'on a fait pour la démarque, mais on utilise exactement la même chose pour l'optimisation de flotte, pour la location de véhicules, ou pour du slotting dans des entrepôts, c'est-à-dire l'optimisation dans des entrepôts qui sont automatisés de type exotech, de bien savoir où on va localiser les produits, dans quel type de slot, voilà, en fonction des débits des différents slots, etc. Enfin, c'est des problèmes qui, vu de loin, paraissent complètement différents, mais en fait, nous, ça se formalise de la même façon dans nos systèmes. Voilà. Et on a parmi nos solvers, donc grosso modo, deux grandes classes de solvers, soit des solvers qui peuvent être exacts, qui vont être assez rapides, mais qui vont parfois être limités dès qu'on va passer sur des systèmes un peu gros. Et on a des systèmes qui sont, enfin des solvers pardon, qui sont itératifs, qui eux vont pas forcément converger vers une solution exacte, une solution suffisamment précise pour que ce soit quand même intéressant pour le client, et qui vont être capables par contre de traiter des systèmes beaucoup plus gros.
Et après, dernier sujet qui est la scalabilité, mais ce que je dis, c'est pas la seule qui nous intéresse, mais celle-là, c'est la scalabilité d'un terme de la puissance de calcul, parce que comme je le citais, sur la partie optimisation, on peut être amené à résoudre des systèmes assez gros avec des millions de possibilités de scénarios et des millions de contraintes. Quand on fait la partie prédictive, l'entraînement de modèles prédictifs, c'est pareil. Là, pour le coup, on peut travailler avec des milliards de données ou des dizaines de milliards de données. Il faut qu'on soit capable d'ingérer ce niveau d'information-là et de pouvoir sortir des résultats dans des temps qui sont généralement de l'ordre de l'heure. Donc, il faut qu'on soit capable de tenir ce niveau de charge. Donc, on a cette scalabilité calculatoire donc qu'on est capable d'absorber et essentiellement ça fonctionne sous forme de clusters et de jobs Kubernetes, etc. qui sont déployés de manière agnostique dans différents types de cloud. On peut utiliser de l'Amazon, du GCP ou n'importe quel hébergeur qui permettrait d'installer Kubernetes. Voilà, on a la scalabilité au niveau de la modélisation. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie plus AutoML, voilà, c'est-à-dire la capacité à partir de données variées de différents types de clients, pouvoir rapidement construire un modèle qui soit suffisamment précis sans que ça nous demande trop d'efforts d'un point de vue humain, que ce soit automatisable au maximum. Et on a aussi une scalabilité qui est au niveau de la méthodologie, c'est-à-dire qu'après, quand on a construit les modèles, il faut qu'on aussi en place toute une méthodologie au niveau de nos équipes Customer Success qui permet de bien récupérer les données rapidement, de bien savoir faire des retours au niveau des clients pour expliquer nos métriques qui nous parfois sont un petit peu mathématiques et les traduire en fait dans des données, des KPI qui soient plus métiers et qui soient compréhensibles pour nos clients. Typiquement, on va pas leur parler en de MAE, ni de MSE, ni de RMSE, mais on va leur parler de taux de revente, de sur- et de sous-prédiction, de niveau de stock, de stock minimaux. Enfin voilà, il y a tout un travail de traduction de nos métriques métiers un peu mathématiques, un peu scientifiques en quelque chose qui soit palpable pour quelqu'un qui est du métier, quoi. Voilà, donc là, on a toute une méthodologie aussi qui nous permet de faire ça aussi rapidement et d'être scalable et de pouvoir traiter des clients vraiment différents rapidement, quoi. Voilà. Merci. Merci Guillaume, merci à tous les deux pour cette présentation très riche. Alors, petite précision, si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment, nous vous recommandons la lecture des ouvrages de Guillaume et Nastasia. Donc normalement, il y a les liens dans le chat. Avant de terminer, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a sélectionné quelques-unes. Alors Anastasia et Guillaume, il va falloir vous mettre d'accord sur qui répond. Il y en a une, par exemple, de Samy, qui nous dit, alors c'est peut-être assez différent de ce que vous présentez, mais est-il possible d'utiliser les modèles prédictifs et les algorithmes dont vous avez parlé, en fait, dans le domaine de la santé, par exemple pour des conduites à risque ou la prédiction de maladies? Je sais pas si tu réponds à cela, mais nous chez Vertigo, on travaille un peu dans ce domaine-là. Disons qu'on a monté une fondation qui s'appelle Prédilepsie, qui est une fondation dont l'objectif est de traiter l'épilepsie, notamment les épilepsies absentes chez les enfants. Et donc, du coup, l'idée, c'est de réutiliser nos algorithmes d'intelligence artificielle et nos systèmes prédictifs pour être capable d'anticiper la survenue d'une crise d'épilepsie chez un enfant avec un but thérapeutique, c'est-à-dire que si on est capable de détecter la survenue de la crise avant qu'elle se déclenche réellement, on peut, sous la forme de stimulus, voilà, ça peut être des visuels ou des bruits, éviter la survenue de la crise en faisant sortir l'enfant de cet état de crise avant qu'il survienne et éviter que la crise se déclenche. Donc effectivement, c'est tout à fait, ce genre de technologie est tout à fait adaptable en tout cas dans ce que nous on fait, à des cas de santé, quoi. Ok, très bien. J'espère que ça aura répondu à votre question, Samy. Alors, on a une autre question de Benoît qui nous demande quels sont les langages utilisés pour développer les modèles dans vos entreprises respectives. Je peux commencer. Nous, on est sur du Python. Mais on voit aussi passer du R, enfin pas chez nous actuellement, mais j'en ai déjà vu passer. Après, en fait, il n'y a pas forcément des langages
fermé. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de librairies qui ont été développées sur certains langages plus que d'autres. Ouais, Ok. moi je rejoins effectivement tout à fait Nastasia là-dessus. Moi, par le passé, j'avais fait un peu d'intelligence artificielle avec du Lisp, j'aimais beaucoup. Là, par la force des choses, on le fait en Python parce qu'effectivement, c'est un écosystème très riche sur des algorithmes. Il y a beaucoup de briques et voilà, c'est très actif dans ce langage-là. Voilà. Après, le problème de ce langage-là, c'est qu'il n'est pas très performant et voilà, parfois on est obligé de refaire des choses un petit peu à la mano avec d'autres langages plus rapides. En tout cas, c'est un écosystème très riche. Ok, très bien. Il y avait Loïc qui posait une question assez similaire, donc j'imagine que les réponses recoupent. C'était les outils pour l'IA, mais donc là, c'est la même chose. Voilà, c'était les principales questions qu'on avait. En tout cas, c'est un webinaire qui sera en replay pour ceux qui posaient la question. Donc, vous recevrez un mail automatique pour accéder au replay si vous n'avez pas pu voir l'intégralité de la présentation. Et si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à nous les envoyer également par mail à l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit. Ou sinon, nos auteurs sont également présents sur les réseaux si besoin. On pourra leur transférer vos demandes. Merci à tous les deux et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et voilà, à bientôt. Merci, au Merci. revoir. Au revoir, bonne journée.